On va aborder cette question du capacity management avec deux exemples. Je vais vous montrer des projets et tâches qui est une manière très classique de gérer des projets en entreprise, même si ce n'est pas celle que moi je préfère, raison pour laquelle je vous propose une deuxième aujourd'hui, qui sont projets et besoins. On va y arriver. Avant ça, une petite intro, ça vient de cas réels. Donc moi, je suis consultant sur un certain nombre de projets et on a eu en particulier des gens dans le pharma pour qui la question c'était oui, ok, mais nous, on a plein de départements, plein d'équipes et de sous-équipes qui bossent sur tout un ensemble de choses. Et en fait, les questions qu'on se pose, elles sont bien légitimes, c'est combien ça va coûter, quand est-ce que telle tâche est finie, est-ce qu'on peut accepter un nouveau projet, si on le fait, est-ce qu'on va quand même tenir nos échéances ou pas, quel département va être sous l'eau, etc. Et donc, c'est plein de questions très légitimes sur les projets et en entreprise, et à laquelle, en gros, il y a trois méthodes classiques pour y répondre que moi je connaisse et elles me semblent toutes les trois quelque part insatisfaisantes. Alors je sais qu'il y a des experts, il y a Eric qui est là par exemple, et ça peut amener à des débats. Mais donc la première méthode, c'est de transformer votre entreprise en chaîne de montage, c'est-à-dire que si vous décidez de structurer le travail de manière à avoir une chaîne de production avec des étapes toujours qui se répètent et une équipe 100% dédiée. Alors, si on fait de l'analyse statistique, de l'analyse de flux, alors évidemment, on sait répondre à ces questions-là. Ça fonctionne très bien dans les industries qui ont des processus extrêmement répétitifs. C'est intéressant de voir que dans le monde des développeurs informatiques dont je suis, on essaye d'appliquer en fait ça. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de mécanisation du travail pour pouvoir y voir un peu plus clair. Mais dans les équipes, dans les entreprises de services, où les équipes sont partagées, etc., ben, généralement, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, avec le temps, moi, j'ai fini par trouver que ce n'était pas toujours une très bonne réponse. Alors, il y a une autre méthode qui consiste à acheter des outils. Il y en a qui existent, qui sont très bien, mais ils sont souvent chers, et à faire de la modélisation assez fine des plannings individuels. On fait ça dans certaines grandes entreprises de services, de consultance, etc. Avec évidemment la petite faiblesse que la modélisation est toujours très fragile parce que c'est très difficile de représenter finement la complexité du monde réel dans ces outils-là, au-delà du fait qu'ils seront très chers. Et donc moi, je ne suis pas tout à fait satisfait par cette méthode-là. Et la dernière qui est assez liée à la première, c'est dans le monde informatique, nous, on se permet un peu de tricher. Donc par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle No Estimates dans lequel les informaticiens disent, vous savez quoi, ces questions sont peut-être légitimes, mais nous, la réponse est, on ne fait pas d'estimation et on ne met pas d'échéance. Et par contre, on rentre dans la confiance, c'est-à-dire que si on se dit, de nouveau, il y a une équipe dédiée qui se fait confiance, on verra bien de la valeur être générée. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans le monde du logiciel quand on est un peu expert de ces questions-là, mais qui, de nouveau, me semble à la fois utile de connaître, mais quelque part insatisfaisant, parce que je vois bien chez un certain nombre de mes clients que ce n'est pas vraiment une réponse acceptée face aux questions qui restent légitimes. Et du coup, je me suis demandé, mais tiens, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut proposer, grâce à ClaroCarts par exemple, mais pas que, vous pouvez appliquer les méthodes que je vais vous montrer dans d'autres outils de gestion de projet, est-ce qu'on peut proposer autre chose sous des hypothèses qui sont que les personnes et les compétences sont partagées sur plusieurs projets et non pas des équipes 100% dédiées à un projet? Pourquoi? Parce que souvent c'est très cher ou tout simplement pas possible. Où il y a du travail qui se fait en parallèle, même si on sait que c'est très mal. Moi je dis toujours, si vous voulez faciliter le fait de générer de la valeur, de terminer des choses, ben, il faut apprendre à faire moins de choses en parallèle. Il reste que dans toutes les entreprises où je vais, on fait toujours un million de trucs en parallèle, donc c'est la réalité. Et est-ce qu'on peut quand même chercher à quantifier quelque chose sans tomber dans des modélisations très coûteuses? Et donc, on a brainstormé là-dessus dans ClaroCarts. C'est une utilisation de ClaroCarts qui est peut-être moins habituelle, donc vous allez certainement apprendre des choses qui ont amené aussi à des nouvelles fonctionnalités. Et donc, je vous invite à me suivre dans Claro. Jusque-là, toujours pas de problème, tout le monde est toujours là? Parfait. Alors, je vais repartir dans Claro et vous allez voir qu'on va utiliser Claro tout à fait dans un autre cadre. Les cartes ne représentent plus maintenant mes publications LinkedIn, qui finalement n'intéressent quasi que moi, sauf sur LinkedIn, mais on va plutôt chercher à représenter tout à fait autre chose. Donc ici, on va représenter des projets. Donc j'ai des cartes qui sont des projets avec peut-être des projets clients et des projets internes. Donc je me mets dans le cadre d'une PME qui fait par exemple une agence digitale, par exemple, qui fait, euh, qui fait des projets de rebranding ou des projets de création de site web ou quelque chose comme celle-là. Et donc, on va avoir des projets, et au sein de ces projets, on va avoir dans cette première partie une décomposition en tâches. Et donc, on voit que dans cette campagne-là, il y a des tâches qui sont terminées, d'autres à valider, d'autres démarrer, d'autres candidats. Euh,
C'est pas mon mode de gestion de projet préféré pour tout un ensemble de raisons, mais il reste que c'est un mode très classique. Et donc, on va travailler un peu là-dessus pour voir ce que vous pouvez faire dans Claro et peut-être soit passer à Claro si vous utilisez un autre, soit rapatrier dans vos Notion, vos Asana ou autre chose. Alors, la manière dans Claro de regarder ceci, si je vous montre un peu le modèle de données, on a des projets qui sont décomposés en tâches. J'en profite pour attirer votre attention sur le fait que cet écran a été amélioré. Donc, si vous utilisez des dimensions per fil là, entre les cartes, ben, vous avez maintenant ces petits boutons ici qui permettent d'ouvrir et fermer. Même si vous avez plusieurs dimensions, ça c'est Corentin qui demandait. Je ne sais pas si Corentin est là, mais donc ça a été fait. Et donc, on a des projets qui sont décomposés en tâches. Et si vous regardez la structure de mon fichier Excel, donc, si vous faites ça même dans Excel, c'est importable dans Claro, ben, j'ai simplement, pour les tâches des personnes responsables, peut-être dans des départements, un statut de tâche terminé ou pas. Et on va jouer aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui se passe si on fait l'hypothèse, et j'y reviens, que les tâches ont une échéance, qu'il y a une estimation, même si on n'aime pas les estimations à la grosse louche, je vais y revenir, on peut toujours le faire, et peut-être tout simplement un temps presté. Donc si j'ouvre une carte, j'ai ce modèle de données-là, une échéance, une estimation et un temps presté. Et du coup, j'ai une petite dimension calculée qui simplement fait la soustraction des deux, le temps restant. Et la question donc, Claro, c'est est-ce que grâce à ça, on peut commencer à réfléchir sur la capacité d'une équipe à tenir ses échéances, par exemple, qui reste une question légitime, même si elle est difficile à répondre dans la plupart des cas. Alors pour ça, si vous voulez, on peut regarder. Alors là, on va regarder ça dans le Gantt. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez souvent. Je sais que Jeanne est utilisatrice du Gantt. Moi, pas tant que ça. Je ne suis pas trop Gantt, mais on va en faire deux utilisations aujourd'hui. Ici, simplement, je remonte pour chacun des projets les tâches dans le temps en disant, ben, si on a des échéances, disons que ça ressemble à ceci. Nouveauté dans le Gantt, vous pouvez du coup afficher ici, comme dans tous les autres boards. Donc même principe, hein, quand vous allez ici dans Cart Options. Apparence des cartes, vous choisissez les dimensions. C'est une nouveauté dans le Gantt et vous choisissez de faire apparaître le département, la personne responsable et le restant des heures, ou l'estimation ici j'ai mis. Alors, si on regarde un seul projet, j'en profite pour vous montrer une nouveauté aussi. Si vous allez ici, dans le petit menu sur les cartes, et qu'il y a des liens per fille, vous avez maintenant six. Alors ici, c'est les tâches, mais ça n'importe quelle carte fille. Vous pouvez ici de nouveau naviguer en disant, bah, tiens, je vais aller voir les tâches de ce projet dans mon Gantt qui est prévu là-bas. Donc si je vais dans mon Gantt à la main, j'ai tous les projets. Et si vous utilisez la partie navigation ici, vous pouvez tout simplement, alors c'est toujours le même principe, il va simplement aller mettre un filtre sur le projet, mais ça permet de naviguer son projet comme si c'était une structure absolument rigide, alors que vous pouvez faire ce type de navigation sur toutes vos cartes Claro, indépendamment de ce que vous représentez dans Claro. Alors, si on prend ici, on imagine bien dans ce projet que même si Léa, elle travaille 8 heures au début et puis finalement elle n'a plus rien à faire sur la fin, si l'équipe était 100% dédiée, ben, on suppose que si on a besoin de Léa pour une clarification ici, ben, si elle se tourne les pouces pendant toute la durée du projet, ben, évidemment qu'elle sera disponible et elle ne bloquera pas l'équipe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire des équipes 100% dédiées, quitte à ce que les gens se tournent les pouces, parce que ça permet d'éviter d'avoir des blocages en aval du travail qui est fait en amont par d'autres gens. Le problème, c'est que c'est absolument pas possible dans la plupart des endroits, parce que c'est assez rare qu'on paye les gens à se tourner les pouces, même si on devrait un peu plus souvent, et que dès le moment où j'ai en fait plusieurs projets et que Léa réapparaît à d'autres endroits, en fait, la question qui devient légitime, c'est est-ce que Léa, je ne sais pas, elle est là par exemple, est-ce que Léa, ou est-ce que Julien, ou est-ce que Clara va parvenir à travailler sur tous ces projets en parallèle sans tomber en burn-out ou sans bloquer tout le monde? Qui me semble être une question légitime, même si en fait, une des manières d'y répondre, c'est de dire si Léa ne faisait pas autant de choses, ça se passerait évidemment beaucoup mieux, mais personne n'applique cette méthode-là, donc je cherche d'autres manières. Alors, dans les différentes vues de Claro, vous avez donc ces sommes. Et donc ici, on voit le nombre de cartes et on va pouvoir jouer avec ça, avec une première manière un peu naïve de faire, qui est, bah, tiens, si je prends le temps restant et que je fais la somme, bah, je vois ici que pour chacun des projets et chacune des semaines, alors de nouveau ici, on peut passer en mois, etc., on voit la somme des heures restantes au fur et à mesure. Et donc,
les gens qui connaissent Claro et qui ont essayé de faire ce genre de quantification, jusque-là, ils faisaient comme ça. Mais en fait, c'est pas très convaincant. Alors, c'est assez convaincant parce que ça marche partout. Donc, je vous le montre par exemple ici. Si je vais dans mon Kanban qui montre les tâches qui sont encore candidates, celles qui sont démarrées, invalides, terminées, toujours le même principe. Je viens, je fais la somme du temps restant. Elle apparaît ici et on voit qu'on a 82 heures démarrées, mais c'est de l'estimatif, c'est du temps restant estimatif. Ce qui est convaincant dans Claro, c'est qu'on peut en permanence regarder ces sommes d'heures toujours par la dimension qu'on veut. Donc, si on se pose la question, OK, mais j'ai envie de regarder ça par responsable, on voit que, par exemple, et on l'a toujours vu comme ça, et certains l'utilisent déjà comme ça, certains ou certaines, on voit que ben, certaines personnes en estimatif, on sait que les estimatifs, on ne peut pas toujours s'y fier, mais c'est toujours mieux que rien du tout. On voit que certaines personnes, par exemple, ont trop de boulot, pourraient avoir trop de boulot, et donc on peut déplacer les cartes de manière à ajuster un peu. Là où il y a une faiblesse avec ce type de méthodologie, c'est que finalement, ça ne prend pas le temps en considération, c'est-à-dire le fait que les échéances soient réparties dans le temps, mais elles n'est pas représentée dans la somme d'heures, et c'est ça qui rend cette somme-là, on a eu la remarque d'un certain nombre de gens, tout à fait inopérante en pratique, et donc on a cherché autre chose. Et une des choses qu'on a fait chez un client et qui peut vous intéresser, c'est de dire, regardez, j'ai une dimension calculée, je vais afficher ici. Moi, j'ai calculé sur certains des projets le pourcentage d'équivalent temps plein ici. Et donc, c'est une dimension calculée. Je peux vous montrer. Alors, j'attire votre attention pour les administrateurs de projet. On a mis le petit menu ici. Vous avez toutes vos dimensions et vous pouvez modifier leur définition à n'importe quel moment. Alors, là, évidemment, il y a un petit peu de code, mais ce n'est pas du code très compliqué. Certainement, si vous demandez à quelqu'un comme moi de venir aider ou vous lisez la doc ou des choses comme celle-là. Mais ce que j'ai simplement calculé, c'est le nombre de jours avant la deadline, donc le nombre de semaines avant la deadline, et je divise le temps restant par 38 heures semaine. Alors, on pourra aller plus loin en disant tout le monde n'est pas temps plein ou c'est pas 38, il faudrait mettre 30 pour prendre un buffer. Mais l'idée, c'est de calculer, ben tiens, finalement, pour respecter cette échéance, quel est le pourcent d'équivalent temps plein qu'il nous faut? C'est une modélisation, on peut dire tout ce qu'on veut de la modélisation, elle est peut-être trop simpliste par rapport au monde, mais c'est quand même une modélisation intéressante. Et ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est cumulatif, c'est-à-dire que les équivalents temps plein, sous hypothèse que les tâches qu'on a ici sont disjointes. Et donc, c'est pas pour rien que je ne mets qu'un responsable. Je vous invite toujours à ne pas mettre plusieurs responsables parce que ça flingue notre capacité à raisonner sur ce qui se passe. C'est cumulatif, donc je peux commencer à faire des sommes là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que Claro, il adore les sommes. Alors, si je repars dans mon petit Kanban, dans mon pourcentage d'occupation ici, ici, ce que j'ai montré, c'est toujours mes tâches en cours. Donc, j'ai supprimé les tâches terminées, candidat démarré à valider. Et je regarde sur chaque carte le nombre d'équivalents temps plein qu'il faut pour tenir l'échéance. Donc ce chiffre ici de pourcent d'équivalent temps plein tient tout à fait compte de la dimension temporelle là-bas. Donc par exemple, quelque chose qui est proche, le 19 juin, ben, si j'ai 40 heures à faire d'ici le 19 juin, ça me prend quasi un temps plein, tandis que si c'est le 15 juillet pour 16 heures, ça ne me demande pas grand-chose. Et l'intérêt, c'est que c'est cumulatif, donc ça veut dire que les sommes ici en bas, cette fois-ci, représentent à la fois un pourcentage d'occupation de la personne par rapport à ces échéances. Et donc, ces pourcentages vont baisser si je change les échéances. Si je trouve que ici, ben, Clara, elle ne s'en sortira pas parce que pour tenir toutes ces échéances, ben, il faudrait plus qu'un équivalent temps plein, je peux évidemment déplacer l'échéance un peu plus tard et voir cette somme d'équivalent temps plein qui baisse. Ok, pas de beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures. Donc ça, c'est intéressant et vous avez une fois de plus, sur cet indicateur-là, vous avez la possibilité de le voir de nouveau, comme toujours dans Claro, par département, pour voir par exemple, ben, tiens, dans ce département-là, si on prend nos échéances, il nous faut trois équivalents temps plein, deux équivalents temps plein, pas tout à fait, enfin moins d'un demi, moins d'un mi-temps. Et donc, c'est de nouveau, c'est une modélisation. Donc, ça ne représente évidemment pas toute la complexité du monde, mais c'est une manière déjà un peu plus satisfaisante de raisonner que des sommes d'heures. Et si ça vous intéresse de mettre ça en place et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Je regarde ce que j'avais là. Ah oui, la question évidemment, c'est est-ce qu'on a... Donc finalement, il y a une hypothèse ici qui dit, ben, finalement, sur chacune des tâches, j'ai à la fois une échéance et à la fois un estimatif.
Et bien entendu que même si on fait ce travail-là, on sait que c'est là que ça va un peu coincer. En fait, on ne sait pas bien calculer les échéances, on ne sait pas bien calculer les estimatifs. Là-dessus, complètement d'accord avec ça, je vous invite assez simplement, si vous avez ces listes de tâches, etc., de les amener dans Claro et de faire avec un casino quelque chose d'assez simple. Vous pouvez très bien, donc je vais commencer par le GAN, prendre un projet qui n'a pas d'estimatif, je crois que j'ai celui-ci où il n'y a rien, et décider assez simplement de dire, bah, tiens, on va mettre comme échéance le 30 août, ouais, ou le 31 juillet, c'est très bien, et décider qu'en fait, finalement, c'est pas que tellement qu'on sait calculer des échéances et des Gantt compliqués, c'est de faire l'hypothèse, OK, admettons qu'on doit tout avoir fini pour le 31 juillet, sous hypothèse même que le résultat d'une tâche n'est pas nécessaire pour l'autre, donc elles peuvent toutes démarrer le plus tard possible, vous avez déjà un premier modèle. Et si dans ce modèle-là, ça coince déjà dans votre équipe, c'est absolument certain que ça va coincer puisque vous avez une hypothèse ultra simplifiée. Et donc moi, je vous invite assez simplement à prendre des modèles très simples qui consiste à dire, OK, ben admettons qu'on fait d'abord tout ça et puis tout ça sur 2 mois ou sur 4 semaines, et d'aller voir dans les autres boards ce qu'est devenu, ce que sont devenus les petits graphes ou les petits. Je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez évidemment passer. Donc ici, j'avais ma somme d'équivalent temps plein. Sorry, je n'ai pas montré, mais vous pouvez le montrer évidemment en graphe, en regardant un peu, ben tiens, voilà, on voit que Mehdi a trop de boulot, c'est sûr, quoi. On le voit immédiatement. S'il doit tenir ses échéances, il a certainement trop de boulot. Ça dit quelque chose soit des échéances, soit des estimatifs, mais ça dit quelque chose du projet. Donc c'est un exercice qui est quand même intéressant à faire. Au niveau des estimations, donc là, on était sur, si vous n'avez pas les deadlines, les échéances, ben, vous en inventez, vous en mettez pour dire quelque chose. Même chose pour les estimations. Là, vous avez la force de Claro. Donc si je reprends mon projet qui n'avait pas d'estimation, là, vous avez la force de Claro. Donc, une estimation ici, c'est une valeur numérique simple et méchante, enfin simple et bête. Je vous rappelle que dans Claro, le long des dimensions qui sont des nombres, vous pouvez toujours faire des catégories qui sont des intervalles. Donc, par exemple, un jour, ici, j'ai mis l'intervalle entre 8 et 16 heures. OK. Et donc, la rose, c'est un peu magique, c'est un peu arbitraire aussi, mais si je fais ça, en fait, ce qu'il a été faire, c'est qu'il a été mettre 8 heures, c'est-à-dire le début de l'intervalle, dans la carte. Et donc, faire ces estimatifs, même à la très grosse louche, c'est déjà un modèle. C'est peut-être des faux estimatifs, mais de nouveau, si on est soit un peu optimiste, soit un peu pessimiste et qu'on fait ça pour dire, voilà, en workshop, en équipe, pour dire, bah, tiens, si on devait vraiment faire ces estimatifs, même si on ne les aime pas, voilà ce que ça donne. Et immédiatement, je vous montrerai tantôt, on le fera en parallèle avec 2 écrans, vos graphes, par exemple, vont se mettre à jour en temps réel et vous pouvez continuer à regarder par personne ou par département. Et je vais vous montrer tout à l'heure, ça, on peut le regarder dans le temps aussi. Euh, voilà. Hop. Et on peut voir comme ça le nombre d'équivalents temps plein dans la boîte qui sont nécessaires si on doit respecter ces estimatifs et si on doit respecter ces échéances. Et donc, je vous rappelle, une manière facile de modéliser, c'est d'être absolument optimiste. Donc, vous mettez des échéances loin et des estimatifs petits. Et si ça coince déjà là, vous avez la garantie que ça coince. Voilà. Et donc, il y a tout à fait moyen d'utiliser de la modélisation assez simple, par exemple dans Claro, qui est fait pour ça, et d'avoir quand même des réponses. Le but n'étant pas, après, d'avoir un plan qu'on va dérouler exactement comme ça dans l'entreprise, mais plutôt d'avoir une machine à étonnement qui amène les gens à se questionner, à regarder une réalité, à la modéliser, à ne pas être d'accord sur la modélisation, et pendant ce temps-là, on attaque la complexité. Je ne vous ai pas trop perdu, tout le monde est toujours là. Je vais vous demander une seconde de voix. Voilà, voilà. Et je vais poursuivre avec une autre modélisation que je préfère, qui tourne toujours autour de la même chose, mais plutôt que de représenter des projets et des tâches, moi, ce que je suggère dans pas mal d'entreprises, c'est de plutôt faire des projets. Alors, c'est au sein du même projet Claro, mais c'est une modélisation un peu différente. On va plutôt faire des projets et des besoins. Et les besoins, c'est quoi? C'est à la limite même pas un responsable, on peut attribuer. Mais c'est surtout pour un projet, en début de projet, j'ai un besoin du département de création avec un estimatif total, j'ai besoin d'environ 90 heures.
ce qui me donne, et là je l'ai calculé, 0,59 équivalent temps plein. C'est même pas vraiment important, au pire on ne le calcule pas, on peut le faire sur les heures. Et on peut aussi mettre ça dans un Gantt, mais plutôt que d'avoir une découpe en tâches, et donc là ça marche particulièrement si vous avez des projets répétitifs, ce qui est le cas par exemple dans le pharma, c'est de dire, bah, tiens, un projet classique d'une campagne digitale chez nous, c'est de toute façon plus ou moins ces besoins-là pour un petit client, etc. Et donc vous pouvez vous faire des petits templates avec ceci, et donc le besoin, ça représente un pool d'heures entre une date et une date. Ok, donc, c'est pas tout à fait du Gantt chart parce qu'on ne dit pas ce qu'on va faire, mais ça exprime des besoins. Et donc, si c'est du cash flow, ça fonctionne aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire des heures, ça peut être de l'argent, etc. Et on va regarder ce qu'il y a moyen de faire avec cette modélisation-ci. Alors, une des choses qu'on est parvenu à faire, c'est de faire en sorte, si vous regardez les sommes ici, c'est qu'on sait calculer la somme des heures qui sont les totaux, mais en tenant compte de la dimension temporelle. Quitte à avoir, même si on a différents types de besoins. Par exemple, ça, c'est un nombre d'heures total. Et donc, si je bouge la barre, ces heures vont, je vais le faire comme ça. Là, j'ai 15 heures. Regardez les colonnes où il y a pas grand-chose. Comme ça, on a la somme. Ici, on va répartir l'effort dans le temps. Et donc, c'est décider d'avancer moins vite, de mettre moins d'efforts sur le projet, mais on sait que l'effort total est globalement bien estimé. Ok. Ça, c'est un type. Tandis que vous pouvez très bien décider de dire, mais j'ai aussi besoin, par exemple, d'un chef de projet de manière hebdomadaire. Et là, les 4 heures, elles vont se répéter chaque semaine. Donc ici, oups, pardon, bah, très bien, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Et donc, en fait, ici, évidemment, c'est du temps qui n'a pas été estimé globalement, mais qui va dépendre du nombre de semaines sur lesquelles le projet va être déroulé. Et vous pourriez inventer, je crois que j'en avais même mis un, mais je n'ai pas l'exemple ici. Vous pouvez inventer du temps mensuel ou du temps, je ne sais pas moi, semi-annuel ou 2 jours par semaine ou ce que vous voulez. La granularité à la mode Claro qui correspond à ce que vous voulez capturer de la complexité du monde. L'intérêt de ceci, c'est que du coup ici, on peut commencer à faire des sommes qui tiennent tout à fait compte de ces heures qui se répartissent dans le temps. Et de cette manière-ci, donc c'est fort similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais plutôt que d'avoir une découpe en tâches, on a une découpe en besoins. Et de cette manière-ci, toujours vous avez la force de Claro. Donc à tout moment, vous pouvez d'une part, évidemment, filtrer en disant je ne m'intéresse qu'au travail de Bernard, Léa et Aurélien. Et je vois sur les différents projets et je vois la somme d'heures ici. Donc ça, c'est les filtres comme d'habitude, mais aussi le groupement. Donc ici, si je veux le voir par département, ben, je peux regarder ici, ben, au fur et à mesure des semaines, ce département-là, il a besoin de ces heures-là. Et on voit qu'il y a des pics, par exemple ici dans mon exemple. À la fois en création, on a 45 heures la semaine 23, mais on a 135 la semaine suivante, parce qu'il y a différents projets en compétition. Et on peut évidemment voir ici par personne responsable en disant, bah, tiens, Bernard, sur quoi est-ce qu'il travaille et le long des semaines ou des mois. Et donc, les heures vont se mettre à jour automatiquement, hein. Donc, c'est vraiment le principe, c'est de dire, on ne veut pas avoir à refaire des formules, etc. On a écrit la formule une fois et on utilise la force de Claro de voir les données de manière à ce que les formules soient justes. Ça, c'est garanti. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on peut voir ça ici dans un Gantt. Mais de nouveau, vous pouvez évidemment prendre la même chose dans le temps avec un chart en regardant, ben, tiens, par semaine, les différents départements ou les différents, mais là, ça va pas être terrible, je crois, parce qu'il y a un peu trop de gens, ou les différentes personnes. Ici, je l'ai mis en équivalent temps plein, donc on pourrait le mettre en somme d'heures, mais ça peut être en équivalent temps plein basé sur cette somme d'heures, ça va fonctionner aussi. Et donc ça vous permet quand même de chercher à répondre à ces questions. Est-ce que par département, alors je n'ai pas été jusqu'à modéliser les départements et le nombre d'heures qu'ils ont, parce que généralement on le sait, c'est écrit quelque part, on pourrait aller plus loin, mais c'est de vérifier dans le temps, en fonction des hypothèses qu'on a, est-ce qu'on va savoir tenir la charge. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. Ça fonctionne pas trop mal. Euh, Et c'est même temps réel, donc, parce que ça nous avait été demandé dans cette entreprise pharmaceutique, si vous prenez votre charte comme ceci et que vous décidez de prendre des décisions sur vos projets, par exemple de dire, ben, vous savez, étant donné qu'on a trop, si je mets, oui, c'est bien comme ça. Étant donné on a trop en juin, on pourrait décider
de reprendre tout ce projet-là et de le reculer dans le temps en disant, bah, tiens, on va finalement reculer ça de 4 semaines. Hop, et vos graphes seront recalculés en temps réel. Donc ça veut dire que vous pouvez quelque part faire quand même un petit peu de modélisation. Moi, je le ferai plutôt sur des besoins que sur des tâches et permettre à des chefs de projet ou au RH de chercher à répondre à des questions en ayant un outil qui est en réel et qui quantifie quand même un petit peu. Voilà. Je pense qu'avec ça, je vous ai tout montré. Ah oui, non, peut-être une dernière chose. C'est qu'évidemment, vous allez peut-être me dire, oui, mais ici, finalement, on a modélisé des besoins, mais on ne sait plus qui travaille sur quoi. Est-ce qu'on doit faire des tâches en parallèle? Alors moi, une des choses que je propose sur les projets dans les entreprises où je bosse, c'est de sortir de ces listes de tâches à rallonge dans lesquelles on est et de plutôt en parallèle à cette réflexion sur les besoins, qui travaille sur quel projet et combien d'heures par semaine ou par mois ou au total, et de coupler ça avec toujours pour les différents projets, avec plutôt des boards de milestones qui fonctionnent plutôt mieux que les tâches, dans lesquels vous mettez vos projets en colonne et vous avez c'est pas des tâches, c'est des milestones. Du coup, ici, en disant, bah, tiens, à tout moment sur chaque projet, on sait quel est le milestone suivant, on sait qu'on veut arriver à ceci, sous la direction, par exemple, de quelqu'un et notre next step. Et de simplement avoir, si vous avez du multi-projet avec des équipes partagées, à avoir plutôt ce genre de dashboard-là dans lequel les tâches ne sont pas détaillées complètement, mais dans lequel plutôt vous acceptez un milestone, vous savez sur quoi bosse l'équipe en mode sprint ou quelque chose comme ça, à dire c'est un milestone, c'est dans 3 semaines, on s'engage à ceci. Et on sait que les milestones suivants, on a juste un petit peu d'avance sur le processus. Et là-dessus, de nouveau, vous pouvez chercher à quantifier un petit peu pour voir ben, sur ces milestones comment ça quantifie et est-ce que ça correspond au final à la répartition qu'on a fait sur les projets en termes de besoins d'heures, etc. Voilà. Alors bien sûr, si vous souhaitez faire ça dans Claro, etc., comme on sait que ça marche là, c'est fluide, c'est pas très compliqué non plus, mais bien entendu que si vous avez besoin d'un petit coup de main, en particulier pour les formules, ou si vous voulez repartir de ce template-ci en faire quelque chose, vous prenez contact avec Marc ou moi et on se fera un plaisir de vous donner accès ou de vous aider à configurer Claro.